Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La saga des Rothschild de Tristan Gaston Breton, lu par Thomas Pasquelin. Avertissement. Ce livre raconte une saga, celle d'une famille mythique apparue il y a plus de 250 ans dans le ghetto juif de Francfort et qui figure aujourd'hui parmi les plus riches du monde. Beaucoup a déjà été écrit sur les Rothschild, du bon, du moins bon et du très mauvais. Les bons ouvrages disponibles sont ou bien déjà anciens, ou bien trop centrés sur une branche de la dynastie en particulier, généralement la française ou l'anglaise, ou bien encore trop spécialisés dans les aspects économiques et financiers, d'un accès parfois difficile. La plupart laissent en outre de côté ou passent très vite sur les branches de la famille considérées comme secondaires, l'italienne et l'allemande notamment, parlent peu des femmes, à l'exception de figures emblématiques, et s'arrêtent entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990, laissant dans l'ombre les 20 ou 25 dernières années, pourtant riches en péripéties. Ce livre cherche modestement à combler ces lacunes, au moins en partie. Il essaye de retracer l'histoire des différentes branches de la dynastie en suivant le fil des générations et en racontant les aventures, parfois surprenantes, de leurs fondateurs et de leurs successeurs. Pourquoi la maison de Naples, pourtant très prospère, ferma-t-elle au début des années 1860 ? Que se passa-t-il entre Himmler et le chef de la maison de Vienne en 1938 ? Qu'arriva-t-il à la succursale de Francfort, là où la famille avait commencé sa fabuleuse ascension ? Quel rôle jouèrent les femmes Rothschild dans cette longue histoire ? Et bien sûr, par-dessus tout, quels furent les ressorts du fabuleux succès de la dynastie ? Si les aspects financiers sont évidemment évoqués, mais de la manière la plus accessible possible, une place importante a été accordée au mode de vie des Rothschild, à leurs résidences dont la splendeur continue de faire rêver, à leurs collections et à leurs passions, ou bien encore à leur engagement philanthropique. Au fil de ces pages, on croisera de nombreux personnages, parfois inquiétants, souvent attachants, toujours fascinants. Grands banquiers et collectionneurs atypiques, sportifs émérites et intellectuels de haute volée, femmes de tête et hommes de l'ombre, artistes et dandys. Autant de figures qui ont en partage un patronyme célèbre, Rothschild. Prologue. La starlette et le banquier. L'argent, la célébrité, la beauté. Ce 10 juillet 2015, à Londres, tous les ingrédients sont réunis pour faire du mariage de James Rothschild et de Nicky Hilton l'événement people de l'année. Comment imaginer casting plus parfait ? D'un côté, l'arrière-petite-fille de Conrad Hilton, le fondateur de la chaîne d'hôtels du même nom. Assise sur une fortune personnelle de 20 millions de dollars, cette beauté de 32 ans a été tour à tour actrice, mannequin et styliste avant de lancer ses propres lignes de vêtements. Comme sa sœur, la très sulfureuse Paris Hilton, c'est une figure de la jet-set américaine, en plus discret tout de même, ce qui n'est pas très difficile. De l'autre côté, l'héritier de la branche anglaise de la plus célèbre dynastie de banquiers de l'histoire, un jeune homme discret de 30 ans, dont le père a défrayé la chronique en 1996 en se pendant dans sa chambre d'un grand hôtel parisien. Banquier, James l'est devenu à son tour, préférant toutefois au maniement de l'argent la vie de gentleman farmer, dans le domaine familial de près de 700 hectares, acquis jadis par son grand-père Victor à Rushbrook, dans le Suffolk. Une propriété que James s'est résolu à vendre durant l'été 2015 pour 24 millions de livres. Le banquier savait à quoi s'en tenir sur son épouse. New-Yorkaise jusqu'au bout des ongles,
Nicky n'avait nullement l'intention de jouer à la lady au fond de la campagne anglaise et de s'occuper des ventes de jus de pomme, l'une des spécialités de Rushbrook. En cet été 2015, la presse People multiplie les détails et les anecdotes sur cet événement digne d'un royal wedding. C'est dans les jardins de l'orangerie de Kensington Palace, la résidence du prince William et de Kate Middleton, que les deux jeunes gens ont accepté de s'unir. Arrivée au bras de son père, Nicky a fait sensation dans sa robe de mariée, créée spécialement pour elle par Valentino, et dont la valeur est estimée à 70 000 €. Bien moins cependant que son alliance, qui, elle, a coûté plus d'1 million d'euros. Ici, on apprend que Nicky a, bien involontairement, dévoilé sa culotte alors qu'elle ajustait sa robe. Là que son voile est resté coincé sous les roues de la Bentley. Mais c'est surtout la réception qui alimente la chronique. 245 personnes triées sur le volet ont été conviées. Parmi elles, une brochette de célébrités dont Naomi Campbell, Chelsea Clinton, Lionel Richie, Kyle Richards, Mauricio Umansky, Dorothy Wang, Ezra Williams ou bien encore Bijou Phillips. Les invités, dont certains ont été priés de suivre des cours d'étiquette, ont goûté une cuisine des plus raffinées. Savant mélange entre l'élégance anglaise et l'excentricité américaine, selon le Daily Mail. Au menu, petite saucisse de Cumberland arrosée de moutarde, purée de pommes de terre accompagnée de caviar, foie gras, bœuf de Kobe et homard, risotto au basilic et au pesto, et pour finir, un bar à dessert proposant pas moins de 13 spécialités, dont un cheesecake à la pêche et aux framboises et un bavarois de chocolat blanc. Grandiose, la fête ne s'est achevée qu'aux premières lueurs de l'aube. Le 12 décembre 1972, un autre événement mondain défrayait la chronique. Le bal surréaliste donné dans leur propriété familiale de Ferrières par Guy et Marie-Hélène de Rothschild et auquel participaient, entre autres convives, Salvador Dali et Brigitte Bardot. 110 ans plus tôt, en 1862, la visite de Napoléon III à ce même château de Ferrières, élevé par James de Rothschild, le fondateur de la branche française, avait elle aussi fait la une des journaux de l'époque. Tout comme les réceptions londoniennes organisées un peu plus tôt par son neveu Lionel et où se pressait l'élite anglaise. À Paris comme à Londres, journalistes et commentateurs se régalaient de la moindre rumeur, de la plus petite bribe d'information, cherchant à dévoiler les secrets réels ou supposés d'une existence à 1000 lieues de celle du commun des mortels. Des touristes venus du monde entier se pressaient même jusqu'à Londres pour admirer la rue où s'alignaient les hôtels particuliers de la famille. D'un James de Rothschild à l'autre, rien finalement n'a changé. Depuis 2 siècles maintenant, depuis que Meyer Amschel, le fondateur de la dynastie, a expédié au début du XIXe siècle ses fils aux 4 coins de l'Europe pour y fonder une puissance financière sans équivalent dans l'histoire, les Rothschild suscitent la curiosité, nourrissent l'imagination et excitent les fantasmes, pour le meilleur comme pour le pire. Il faut dire que tout chez eux prête au rêve, à l'admiration ou à la critique, y compris la plus abjecte. Leur richesse proverbiale, si grande, si inconcevable même que leur nom en est venu à symboliser très tôt l'argent, leurs origines juives, qui font d'eux, pour beaucoup, des êtres à part, leur parcours, qui les a menés des ruelles sordides d'un ghetto au sommet de la hiérarchie sociale à Paris, Londres, Naples, Vienne et Francfort, leur style de vie flamboyant, sans parler bien sûr de leur étonnante longévité. Depuis les débuts de Meyer Amschel à Francfort, il y a plus de 250 ans, les Rothschild ont tout connu. Les guerres, les crises économiques, les spoliations, l'exil et même quelques revers de fortune. Ils sont pourtant toujours là, figurent encore parmi l'élite de la Banque mondiale et sont plus riches qu'il y a 2 siècles. Sans doute leur périmètre s'est-il réduit. Des 5 maisons Rothschild ouvertes au XIXe siècle, Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples, il ne reste plus aujourd'hui que les 2 premières, d'ailleurs réunifiées. Mais elles continuent de brasser d'immenses affaires.
Elles continuent également d'alimenter l'actualité économique, comme l'a montré, en juin 2016, l'annonce de la fusion entre Rothschild & Co., le groupe financier relancé par David de Rothschild au lendemain de la nationalisation de 1981, et la banque Martin Morel. Une opération d'envergure qui a donné naissance à un nouvel ensemble fort de 34,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Cette longévité force l'admiration. Elle contribue également à nourrir toutes les hypothèses, y compris les plus folles. Quoi qu'en aient dit et qu'en disent encore des générations d'antisémites et d'adeptes de la théorie du complot, l'exceptionnelle réussite des Rothschild ne doit rien à quelque cause mystérieuse. Elle n'est pas le fruit d'une conspiration contre les nations sur les décombres desquelles la famille aurait fait fortune. S'ils ne furent jamais nationalistes au sens politique et idéologique du terme, et si leurs affaires prirent très tôt une dimension mondiale, les Rothschild s'identifièrent longtemps aux intérêts des pays où ils étaient installés et surent, quand il le fallait, se montrer patriotes. Leur réussite n'est pas non plus le résultat d'une forme particulièrement poussée de machiavélisme. Elle s'explique en fait par 3 facteurs. L'origine de la dynastie, les circonstances historiques qui présidèrent à son ascension et les règles de conduite qu'elle adopta pour en tirer le meilleur parti. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la première force des Rothschild fut d'être juifs. Si leur religion leur valut d'innombrables avanies, elle leur donna accès à une profession dans laquelle leurs coreligionnaires avaient acquis de longue date une réputation flatteuse, notamment dans les cours d'Allemagne où le recours aux juifs de cour était la norme, le maniement d'argent et de valeurs. En s'appuyant sur les réseaux familiaux propres à leur religion, les Rothschild surent tirer parti de l'éclatement du continent, divisé alors en une multitude de royaumes et de principautés indépendantes qui avaient en commun d'être toujours à court d'argent et se rendre indispensables auprès de souverains impécunieux. Avec une audace que leurs concurrents n'avaient pas et en s'assurant habilement de fidélité dans les cercles dirigeants de l'époque, ils utilisèrent l'argent des autres pour accroître leur propre fortune, tout en remplissant scrupuleusement les mandats qui leur avaient été confiés. Telle fut l'origine de leur fortune. La grande histoire leur vint ensuite en aide. L'essentiel se joua entre 1800 et 1820, lorsque l'Europe entière se coalisa contre Napoléon et dans les années qui suivirent immédiatement la chute de l'Empire. Originaires d'un pays qu'occupait l'armée française, les Rothschild choisirent naturellement leur camp et mirent leurs incontestables talents et leur fortune, déjà importantes, au service des adversaires de l'empereur. Sans les guerres napoléoniennes, sans la Sainte Alliance créée en 1815 pour empêcher la propagation des idées libérales en Europe, et sans la propension des États à dépenser bien plus d'argent qu'ils n'en avaient, le destin des Rothschild eût sans doute été très différent. Ces 3 facteurs firent d'eux les financiers d'une Europe résolument conservatrice et leur permirent de déployer leur puissance vers de nouvelles activités. Pour tirer le meilleur parti de leur environnement, les Rothschild, enfin, observèrent des règles qui restèrent en usage jusqu'en plein cœur du XXe siècle. Une concertation étroite entre chaque maison, l'exclusion des filles et des gendres de la succession, l'impossibilité pour ceux qui quittaient l'association de partir avec leur part, des participations croisées à tous les étages, le tout renforcé par un système d'alliance matrimoniale entre branches cousines. Sans équivalent ailleurs, ces principes maintinrent la discipline au sein de la famille et évitèrent tout conflit d'envergure à l'intérieur de la dynastie. On comprend mieux dès lors l'étonnement que suscita l'affrontement entre les Rothschild de Paris et ceux de Genève, qui éclata en 2015 pour l'usage du patronyme. À bien des égards, il s'agissait d'une première, même si la branche française s'était déjà déchirée dans les années 1930. S'ils véhiculent nombre de mythes, les Rothschild appartiennent donc à l'histoire. Ils incarnent le passage du monde aristocratique et seigneurial dans lequel ils avaient évolué des décennies durant et qui avait fait leur fortune à l'ère de la grande bourgeoisie industrielle. À partir de Francfort, ils s'implantèrent dans les grandes capitales européennes avant d'élargir leurs horizons au monde entier, de la Russie à la Palestine, en passant par les États-Unis et l'Asie.
Chaque génération apporta sa pierre à l'édifice familial, et pas seulement dans la sphère économique et financière. Banquiers des rois et des princes, pionniers des chemins de fer, du télégraphe électrique et de la grande industrie, ils furent aussi mécènes, collectionneurs, bâtisseurs, pas moins de 50 demeures en 2 siècles, botanistes, savants, artistes, philanthropes. L'un d'eux fut même espion. Moi, je me demande si le cerveau d'un Rothschild n'est pas aussi pesant que le cerveau d'un Alexandre, et si des capacités d'un ordre différent, d'un ordre jugé inférieur comme celui d'un financier, comparé à un conquérant ou à un littérateur, ne sont pas produites par des organes semblables de même valeur, écrivaient dès 1871 les frères Goncourt dans leur journal, s'interrogeant sur la réussite flamboyante des Rothschild et témoignant au passage de la piètre estime dans laquelle leur époque tenait le monde de la banque et des grandes affaires. Plus qu'à des capacités exceptionnelles, c'est en fait aux origines même de la dynastie qu'il faut remonter pour en comprendre l'étonnante destinée. Meyer Amschel, le premier des Rothschild, cet homme acharné au travail et dont le train de vie resta toujours modeste, on n'est jamais trop prudent, pouvait-il imaginer que ses 5 fils et leurs descendants deviendraient un jour la famille la plus riche du monde? Ce n'est pas impossible. Il n'avait pas ménagé sa peine pour devenir l'intermédiaire obligé des cours princières allemandes, s'insérer dans les flux du grand négoce européen et se lancer dans les affaires d'argent. Il y était parvenu à force de travail et au prix de 1000 avanies, grâce à la puissance de son réseau et en prenant bien soin d'associer très tôt ses fils à ses affaires, mettant en place un système familial propre à en assurer la pérennité. C'est ainsi qu'il était parvenu à élargir ses horizons bien au-delà de Francfort, là où tout avait commencé. Chapitre 1er. Francfort 1765. En juin 1765, 2 hommes se rencontrèrent pour la première fois à l'occasion de la foire qui, 2 fois par an depuis le Moyen-Âge, au printemps et en automne, rythmait la vie de Francfort. Il s'agissait d'un événement majeur pour la cité. 2 à 3 000 personnes venues de toute l'Allemagne, mais aussi d'Europe du Nord, d'Angleterre, de France, d'Italie et même de la lointaine Russie, affluaient sur les bords du Main pour y échanger toutes sortes de marchandises, produits de l'agriculture, bois, épices, tissus, joyaux, soieries, armes, dentelles, vins, tabac, fourrures. Quelques jours durant, le vacarme et la cohue faisaient vibrer la ville. Sur les places, jongleurs, magiciens, comédiens, acrobates et guérisseurs accentuaient encore l'atmosphère festive. Pleines à craquer, les auberges étaient réservées aux négociations et aux discussions d'affaires. C'est sans doute dans l'une d'elles que nos 2 personnages se retrouvèrent. Le premier était un jeune homme de 22 ans, vêtu avec soin. De petite taille, il présentait un embonpoint déjà marqué qui devait aller en s'accentuant au fil des années. Son regard perçant, qui semblait vouloir lire à travers les yeux de ses interlocuteurs, exprimait une certaine méfiance et même de la condescendance, comme il seyait à son rang. Car ce personnage n'était pas n'importe qui. Il s'agissait du Kronprinz Guillaume, futur landgrave de Hesse-Kassel, l'un des nombreux États qui constituaient alors le Saint-Empire romain germanique et dont Francfort était la ville principale. Son père, Frédéric II de Hesse-Kassel, passait pour l'un des hommes les plus riches d'Europe, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de se montrer frugal en toutes choses, y compris à table, où il se contentait la plupart du temps de grignoter quelques légumes et un peu de viande en guise de repas. Peu dépensier et d'une âpreté financière confinante à la radinerie, il s'employait à améliorer la vie économique de son petit État, non pas tant pour assurer le bien-être de sa population que pour augmenter son trésor régulièrement à sec. C'est ainsi qu'il avait été le premier à introduire la pomme de terre en Allemagne, convaincu à juste titre que cette nouvelle culture conférerait un surcroît de prospérité à ces paysans qui, en retour, paieraient un peu plus d'impôts. L'homme n'était pas mauvais administrateur. L'essentiel des revenus de Frédéric était cependant fondé sur la vente de ses sujets mâles comme mercenaires aux armées d'Europe les plus offrantes,
activité que son fils était destiné à augmenter dans des proportions considérables. L'arbre généalogique de son fils Guillaume était des plus prestigieux. Par sa mère Marie, il était le petit-fils du défunt roi d'Angleterre George II. Cousin de son successeur George III, il avait épousé la fille du roi de Danemark. Pour l'heure, en tant que prince héritier, Guillaume régnait en maître absolu sur le petit comté de Hanau, à quelques kilomètres de Francfort. Retors, aussi âpre au gain que son père et rongé déjà par l'avarice, il y menait une vie de débauche, accumulant les maîtresses et les bâtards, 74 selon certaines sources, et tâchant par tous les moyens d'accroître les revenus dont il disposait. Outre l'argent et les femmes, sa seule passion était le travail du bois, auquel il se livrait à ses heures perdues. Si ce jouisseur invétéré avait décidé d'honorer la foire de Francfort de sa présence, c'était bien pour y traiter quelques affaires. L'autre personnage avait le même âge ou presque que le Kronprinz. Né en 1743 ou 1744, la date est incertaine, c'était, si l'on en croit ses contemporains, il n'existe en effet aucun portrait de lui, un homme de haute stature, au front haut et aux lèvres sensuelles. Son monde était à 1000 lieues de celui de Guillaume de Hesse-Kassel. Lui n'était qu'un simple commerçant qui achetait et revendait des monnaies et des médailles rares, des bijoux anciens, des gravures de valeur et autres antiquités. C'était surtout un juif, ce qui, d'ailleurs, ne posait aucun problème à Guillaume, totalement dépourvu de préjugés en la matière, pourvu que ses relations lui rapportassent de l'argent. Il s'appelait Meyer Amschel Rothschild. Les médailles et les pièces. Comme tous les aristocrates d'Europe, le Kronprinz éprouvait une véritable passion pour les objets anciens dont il était un collectionneur avisé. C'est elle qui l'avait conduit à se rendre à la foire de Francfort pour y rencontrer, sur la recommandation de l'un de ses proches, le juif Meyer. Guillaume était sûr d'y trouver ce qu'il cherchait. Situé au carrefour des grandes routes commerciales reliant l'Allemagne du Sud aux grands ports de la mer Baltique, Hambourg, Brême, Lübeck, et de là aux Pays-Bas et à l'Angleterre, reliée au Rhin, la principale artère fluviale d'Europe, par le Main, la ville était alors une cité commerçante prospère. L'extrême diversité des monnaies en circulation en Europe et qui s'échangeaient lors des deux grandes foires annuelles avait favorisé le développement d'activités bancaires spécialisées dans le change et les lettres de crédit, donnant naissance à une vocation à laquelle Francfort est resté fidèle jusqu'à nos jours. Parmi les 200 changeurs d'argent que comptait alors la cité, se trouvait une majorité de juifs qui avaient pris en charge cette activité que les catholiques avaient longtemps considérée d'un mauvais œil. Outre le maniement des espèces métalliques en usage un peu partout en Europe, ils avaient acquis une réelle connaissance dans le commerce des pièces et médailles anciennes dont raffolaient les élites aristocratiques de l'époque. Dans l'exercice de leur profession, les Juifs avaient un avantage, l'importance de leur réseau familial. Il leur permettait de disposer de contacts sûrs dans toutes les cités d'Allemagne, facilitant ainsi les opérations de change et, quand il le fallait, les transferts d'espèces d'une place à l'autre. Meyer Amschel était l'un de ces manieurs d'argent, un parmi beaucoup d'autres. Ce jour-là, Guillaume de Hesse-Kassel lui acheta pour 38 florins de pièces et médailles. La commande était modeste, certes, mais elle représentait une étape majeure pour Meyer Amschel. Désormais, son sort serait indissociablement lié à celui du prince, qui, en quête d'hommes sûrs pour accroître sa fortune, lui confierait peu à peu une part croissante de ses affaires, donnant le coup d'envoi à sa prodigieuse destinée. En ce printemps 1765, tandis que les rues autour de lui bruissaient de l'activité trépidante des marchands et des banquiers, Meyer Amschel pouvait espérer sortir de l'univers confiné qui était le sien et celui de sa famille, le ghetto de Francfort. La rue des Juifs, la Judengasse, constitue un monde à part depuis des siècles. Coupée du reste de la ville par de hauts murs et 3 lourdes portes gardées en permanence par des soldats et que l'on ferme chaque soir à la tombée de la nuit. Dans cette rue unique, très longue, mais qui ne dépasse pas 3 mètres de large, s'entasse depuis le XIIe siècle la communauté juive la plus importante et la plus maltraitée d'Allemagne. Ils sont 3000 à vivre là.
Les conditions de vie y sont difficiles, pour ne pas dire épouvantables. La ville de Francfort se refusant à agrandir la Judengasse, qui s'étire en arc de cercle et est bloquée entre la porte Bornheimer au nord et le cimetière juif au sud, le prix des demeures, en nombre insuffisant, ne cesse de grimper. En 1740, une maison de 4 pièces à moitié délabrée et totalement dépourvue d'aération est vendue pour 6 000 florins, une somme considérable équivalente à celle payée par le père de Goethe pour acquérir une belle maison d'une 20aine de pièces dans le quartier bourgeois de Francfort. Pour obtenir le statut légal de résident, les Juifs doivent en outre obligatoirement être propriétaires. Résultat, 2, 3 et parfois même jusqu'à 5 familles se partagent une maison prévue à l'origine pour un seul foyer. Au fil du temps, les demeures ont été divisées en appartements de plus en plus petits, quand elles n'ont pas été purement et simplement surélevées de 2 ou 3 niveaux, aggravant les risques d'incendie ou d'effondrement. Pour gagner encore de la place, de nouvelles rangées de bâtiments ont été édifiées dans les arrière-cours, accentuant la surpopulation de la Judengasse. Mal éclairée, humide et perpétuellement encombrée, celle-ci n'est que partiellement pavée et ne dispose évidemment pas du tout à l'égout. La saleté et l'odeur y sont épouvantables. Le resserrement, la saleté, le pullulement, l'accent d'une langue déplaisante, tout cela à la fois produisait l'impression la plus désagréable, écrit Goethe dans ses souvenirs. Dans cet espace sinistre, les habitants sont soumis à d'innombrables restrictions qui, pour la plupart, ont été codifiées au début du XVIIe siècle. Confinés dans le ghetto la nuit, les dimanches et durant les fêtes religieuses, les Juifs ont interdiction de pénétrer dans les églises, les jardins publics, les auberges et les cafés et de s'attarder sur les places publiques. S'ils peuvent circuler dans les rues du centre-ville, c'est uniquement pour raisons professionnelles et à la condition de ne pas marcher à plus de 2 de front. Si l'un d'entre eux a le malheur de lever un œil sur la procession de la Fête-Dieu, il risque fort de se retrouver en prison. Ceux qui fréquentent le marché ont l'obligation d'attendre que les chrétiens aient achevé leurs courses pour faire les leurs. Exclus de nombreux métiers, ils doivent en outre se conformer à un code vestimentaire très strict, qui leur interdit notamment de se poudrer, mais aussi de porter une toque, des soieries, des bijoux et autres signes extérieurs de richesse. Enfin, la communauté juive de Francfort, limitée arbitrairement à 500 familles, n'est pas autorisée à célébrer plus de 12 mariages par an, un moyen de limiter le nombre de ses membres. Ces restrictions, les plus sévères d'Allemagne, s'expliquent en grande partie par la volonté de la communauté marchande de Francfort d'étouffer la concurrence juive. Seuls les luthériens, confession à laquelle appartiennent les principaux négociants de la ville, notamment les brasseurs et les marchands d'épices, ont le droit de posséder la terre et de se livrer au commerce des matières premières, toute chose interdite aux Juifs. En 1697, ils ont supprimé la tolérance accordée à ces derniers et qui leur permettait de louer des entrepôts hors du ghetto pour y stocker des marchandises, à la condition cependant qu'elles ne soient ni vendues sur place, ni signalées à l'attention du public. Les luthériens étant les seuls à siéger au Sénat, une assemblée dont les membres sont cooptés et qui détient le pouvoir judiciaire et législatif sur la cité, ils ont toute latitude pour modifier à leur convenance les règles régissant la vie du ghetto, ce qu'ils ne se privent pas de faire. Dans une Allemagne qui, sous l'effet des Lumières, commence à assouplir les règles qui encadrent les communautés juives, Francfort brille en réalité par son archaïsme. Les autorités d'ailleurs l'assument parfaitement. Elles sont particulièrement fières de la fresque obscène réalisée jadis à leur initiative à l'entrée de la ville, la Judensau, ou Truie des Juifs. Entretenue avec soin, elle met en scène un groupe de Juifs léchant les excréments et tétant les mamelles d'une truie. Elle ne devait être détruite par les Français qu'en 1802. Au regard des conditions de vie des Juifs à Francfort, on s'étonne que dans un tel décor, l'une des plus grandes, sinon la plus grande, dynastie financière de tous les temps ait pu émerger. C'est pourtant bien ce qui allait se passer.
Lorsque Meyer Amschel vient au monde en 1743 ou 1744, cela fait 2 siècles au moins que la rue des Juifs constitue l'horizon quotidien des Rothschild. Leur nom même est lié au ghetto. C'est dans les années 1570 que l'un d'entre eux, Isaac, a pris pour patronyme celui de la maison qu'il habitait alors, la maison à l'écusson rouge, Zum Rothenschild. Une pratique courante dans la communauté juive dont les membres, faute de véritable état civil, font de leur adresse, du blason ou de l'enseigne qui décore leur demeure, leur nom de famille. Lorsqu'un siècle plus tard, le petit-fils d'Isaac, Naphtali Hirtz, quitte la Rothenschild pour une autre maison, l'Interpfan, à l'arrière du poêlon, il choisit de conserver le patronyme de Rothschild. Situé dans la partie nord de la rue des Juifs, la plus sombre, la plus étroite et la plus humide du ghetto, l'Interpfan nous est connu grâce aux plans conservés aux archives de Francfort. Il s'agit d'une maison étroite de 80 mètres carrés, haute de 3 étages et pourvue d'un grenier. Le rez-de-chaussée comprend une petite pièce qui sert de bureau et d'entrepôt. Dans les étages se trouvent les cuisines et les chambres. Bâtie dans une arrière-cour envahie par les boues et les eaux usées, la maison est accessible par un étroit couloir qui traverse la demeure principale ouvrant sur la rue. 2 familles, soit une douzaine de personnes au moins, habitent là. L'Interpfan devait être le témoin des débuts de la formidable ascension de Meyer Amschel. Comme beaucoup de leurs coreligionnaires et faute de pouvoir faire autre chose, les Rothschild sont alors fripiers, brocanteurs et changeurs, exerçant de front le maniement de l'argent et le commerce des vêtements. Des activités sans grande envergure, pour lesquelles il leur arrive, dans les meilleures années, de payer un peu d'impôts et qui ne les mettent pas à l'abri d'un coup du sort. Changeurs et commerçants, tels sont les métiers du grand-père de Meyer Amschel, Moses Kalman, qui semble avoir atteint une relative aisance. Son fils, Amschel Moses, le père du futur banquier, vit plus modestement. Lui aussi fait du change et du commerce de vêtements, mais il doit faire vivre pas moins de 8 enfants, dont 3 finiront par mourir, victimes des conditions d'hygiène déplorables de la Judengasse. Meyer Amschel est l'un des 5 survivants. À l'Interpfan, la famille se partage en tout et pour tout une seule pièce qui sert à la fois de chambre et de pièce à vivre. Celui que le magazine américain Forbes devait classer dans la liste des hommes d'affaires les plus influents de l'histoire connaît une enfance austère. De loisirs, il ne saurait être question. Chaque matin, il se rend à l'école juive où il reçoit une éducation traditionnelle fondée sur la prière, la connaissance de la Torah et du Talmud et sur la stricte observance des commandements. Cette éducation est dispensée en hébreu et en judéo-allemand par des professeurs de qualité. Le ghetto de Francfort est un centre réputé d'études juives. Dirigé par des talmudistes célèbres, son académie talmudique accueille notamment des étudiants venus de toute l'Europe. C'est dans cet environnement culturel, gage d'un niveau d'instruction élevé caractéristique des communautés juives, que grandit Meyer Amschel. Quand il n'étudie pas, et comme tous ses frères et sœurs, il aide son père dans ses affaires, notamment à l'occasion de la foire de Francfort, triant les pièces de tissu et les vêtements, comptant et classant les pièces venues de toute l'Europe afin de les échanger contre de la monnaie locale, se familiarisant peu à peu avec les réalités du négoce. Ducats, louis d'or, florins, thalers, pièces antiques et autres médailles anciennes n'ont bientôt plus de secret pour lui, ce qui explique peut-être son intérêt précoce pour la numismatique. En 1755, son père l'envoie terminer ses études au très réputé séminaire rabbinique de Fürth, non loin de Nuremberg, à 3 jours de diligence de Francfort. Amschel Moses souhaite-t-il voir son fils embrasser la carrière de rabbin ? Sans doute pas. D'une grande piété, il entend simplement parfaire l'éducation religieuse de Meyer Amschel afin d'en faire un bon juif. Le jeune garçon n'aura pas le temps d'achever ses études. En octobre 1755, alors qu'Amschel est à Fürth depuis quelques mois seulement, son père meurt brutalement, emporté par l'une de ces nombreuses fièvres qui, à l'époque, fauchent à intervalles réguliers les populations des villes.
Quelques mois plus tard, en juin 1756, c'est au tour de sa mère de disparaître. Voilà le jeune garçon contraint de rentrer à Francfort par des routes rendues incertaines par la guerre de 7 ans qui vient d'éclater. Au ghetto, Amschel retrouve ses 2 sœurs et ses 2 frères. Héritiers de la maison familiale et placés sous la garde de proches parents, ils doivent désormais s'assurer un moyen de subvenir à leurs besoins. L'histoire ne dit pas comment Meyer Amschel parvient à être placé en apprentissage chez Wolf Jacob Oppenheim, une importante compagnie bancaire juive située à Hanovre. Par des relations familiales sans doute, les Oppenheim ayant probablement noué de longue date des liens d'affaires avec les Rothschild. À 12 ans, Meyer Amschel troque en tout cas la vie austère qui a été la sienne jusque-là pour une existence et un univers ô combien plus excitants. Car Hanovre n'est pas Francfort. Appartenant à la couronne d'Angleterre, la ville est bien plus tolérante que sa sœur de Hesse. S'ils y vivent également dans un ghetto, les Juifs en sortent librement, y compris la nuit. Quant aux Oppenheim, ils sont une puissance financière, des banquiers très actifs qui, depuis longtemps déjà, prêtent au roi, aux princes et aux évêques et qui ont étendu leurs activités à une bonne partie de l'Allemagne. Ce sont en fait des agents de cour, des Juifs de cour, comme on les appelle alors communément. Un statut très particulier que Meyer Amschel allait tout faire pour obtenir. Dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, dans ce pays qui n'en est pas encore un et qui est divisé en plus d'une centaine de royaumes, principautés et duchés, tous les princes ou presque, tous les landgraves qui, à l'image de Frédéric II de Hesse-Kassel, règnent sur un morceau du Saint-Empire romain germanique, ont leurs juifs de cour. C'est une spécificité allemande. Il n'y en a pas en France et en Angleterre, pays centralisés de longue date. Il n'y en a pas non plus en Italie, qui dispose depuis le Moyen-Âge de solides institutions bancaires. Leur rôle, gérer les finances des princes, leur fournir à la demande troupes, armes, bijoux, tissus précieux et autres produits, répondre à leurs caprices et à ceux de leurs maîtresses, mais aussi, parfois, administrer leurs États en se chargeant notamment de la très impopulaire collecte des impôts. Le tout en s'appuyant sur leurs vastes réseaux familiaux. C'est au lendemain de l'épouvantable guerre de 30 ans, 1618-1648, que les princes allemands ont pris l'habitude de faire appel à eux pour reconstruire, développer et moderniser leurs provinces dévastées. Leur savoir-faire en matière de maniement d'argent, la puissance de leur réseau d'affaires et l'absence de scrupules religieux en matière financière constituent de sérieux gages d'efficacité. Sans compter qu'employer un juif permet d'avoir sous la main un bouc émissaire commode en cas de tumulte populaire ou de révolte antifiscale. Bénéficiant d'un statut particulier, quasiment identique à celui de la noblesse et relevant exclusivement des princes qui les emploient, les Juifs de cour ont ainsi joué un rôle majeur dans le développement économique des principautés allemandes. Leur position est enviable. N'ayant pas oublié de se servir au passage, ils mènent grand train et ont depuis longtemps quitté leur ghetto pour de somptueuses demeures aristocratiques. Mais le métier est à haut risque. En Allemagne, personne n'a oublié les mésaventures du célèbre Joseph Suss Oppenheimer. Le grand-père de Meyer Amschel l'avait d'ailleurs bien connu. Né en 1692, ce fils d'un marchand d'Heidelberg, peu doué pour les études et totalement détaché du judaïsme, avait rapidement quitté sa ville natale pour rejoindre la maison de commerce fondée jadis par son oncle Samuel Oppenheimer. Surnommé l'empereur des Juifs, réputé pour son ouverture d'esprit et son immense culture, celui-ci avait été banquier et fournisseur aux armées de l'empereur Léopold, à qui il avait avancé de très grosses sommes pour l'aider à repousser l'invasion turque de 1683. C'est donc là, dans les bureaux de Vienne où flottait encore l'ombre légendaire de son oncle Samuel, que le jeune Joseph s'était initié au maniement de l'argent et à la fiscalité des États allemands. Il avait ensuite parcouru l'Allemagne sans jamais se fixer nulle part. Doté d'un sens des affaires peu commun et d'un entre-gens exceptionnel, mettant en avant sa prestigieuse parenté avec Samuel Oppenheimer,
Il était parvenu à s'introduire dans l'entourage de la famille Thurn und Taxis, qui s'était assuré le très juteux monopole des postes à Ratisbonne et dans une bonne partie de l'Allemagne. C'est alors qu'avait véritablement commencé son ascension. À la cour du Palatinat, où il s'était fixé à la fin des années 1720, Joseph Suss Oppenheimer avait obtenu la concession du papier timbré, qu'il avait revendu aussitôt pour une somme confortable. Avec les profits réalisés, il avait acheté le monopole de la frappe des pièces de monnaie du Grand-Duché de Hesse-Darmstadt, également revendu très vite. Devenu très riche, il avait alors sillonné toutes les cours d'Allemagne, prêtant des sommes importantes aux princes et aux prélats, et se remboursant en prenant à ferme impôts et services publics. Habile et fin connaisseur des cours princières, il avait ensuite lié son sort à celui du duc de Wurtemberg, Charles-Alexandre, un prince lourdeau mais sans beaucoup de cervelle, qui dépensait l'argent qu'il n'avait pas et qui avait fait de lui son conseiller privé, son ministre des Finances, puis son premier ministre officieux, avec une double mission, modifier la constitution du duché dans un sens autoritaire et faire rentrer par n'importe quel moyen l'argent dont la principauté avait le plus grand besoin. Deux tâches dont Joseph Suss Oppenheimer s'était acquitté à merveille, multipliant notamment pour cela les nouveaux impôts et les monopoles ducaux. Menant un train de vie fastueux dans son hôtel particulier de Francfort, n'hésitant pas à s'afficher en public avec sa maîtresse chrétienne, Oppenheimer s'était fait en chemin beaucoup d'ennemis qu'il était parvenu à maintenir à bonne distance. Jusqu'à ce jour de 1737, où la mort brutale de Charles-Alexandre avait sonné le glas de sa carrière. Arrêté par le conseil de régence, accusé d'avoir pillé le duché, régné par la corruption et l'injustice, séduit de jeunes vierges chrétiennes, et même d'avoir utilisé la magie noire pour suborner le défunt duc, il avait été pendu à Stuttgart devant une foule en liesse. Plus de 10 000 personnes avaient assisté à son supplice dans une atmosphère de kermesse. Le juif de cour avait rempli à merveille son rôle de bouc émissaire. Son exécution avait servi de leçon à tous les juifs d'Allemagne. Mieux valait cacher sa fortune, ne pas se faire remarquer par son train de vie et ne pas s'engager trop avant dans les allées du pouvoir. La prudence exigeait de paraître plus pauvre qu'on ne l'était réellement. C'est exactement ce qu'allait faire Meyer Amschel. À Hanovre, la famille Oppenheim connaît parfaitement la fin tragique de Joseph Suss Oppenheimer, avec lequel elle n'a, malgré les apparences, aucun lien de parenté. Mais elle est, elle, parvenue à durer. En l'espace de 2 générations, les Oppenheim sont devenus de véritables banquiers, réputés dans toute l'Europe pour leur sérieux et la qualité de leur réseau d'affaires. Spécialisée dans le négoce international, le prêt aux grands et les effets de commerce, la maison a également développé une importante activité numismatique, achetant et revendant des pièces et des médailles de valeur. Simple apprenti initié progressivement aux choses de la finance, Meyer Amschel Rothschild éprouve un intérêt particulier pour cette activité qui lui rappelle les opérations de change effectuées jadis avec son père. Le temps passant, il devient un véritable expert des pièces anciennes et à l'occasion de croiser, dans les bureaux de la banque, nombre de collectionneurs. L'un d'eux se montre particulièrement impressionné par les compétences du jeune homme, au point de lui confier l'achat de certaines pièces. Le lieutenant général baron von Estorff. Issu d'une vieille famille aristocratique de Hanovre, cet homme d'une quarantaine d'années est l'un des principaux conseillers du landgrave Frédéric II de Hesse-Kassel. C'est par lui que Rothschild sera bientôt mis en rapport avec son fils et successeur désigné, Guillaume. Nous sommes alors en 1763. Cette année-là, son apprentissage terminé, Meyer Amschel reprend le chemin de Francfort. Il a presque 20 ans, de l'expérience et déjà quelques relations d'affaires. Un temps occupé par les Français, sa ville natale a beaucoup souffert de la guerre de 7 ans, qui a plongé l'économie dans le marasme. Quant aux conditions des Juifs, elles ne se sont aucunement améliorées. Dans la maison familiale de la Judengasse, Meyer Amschel retrouve ses frères, dont Moses Amschel, l'aîné, désormais marié et installé comme prêteur sur gage, et Kallmann, qui, de son côté, tient un bureau de change et de négoce.
C'est avec lui qu'il s'associe, apportant dans l'affaire sa connaissance des monnaies et sa part d'héritage venue de ses parents. Aux activités de change, il ajoute celles pour lesquelles il a développé une vraie expertise à Hanovre, le commerce des pièces et des médailles anciennes, rapidement étendu aux antiquités, bijoux, meubles de valeur, gravures anciennes et autres bibelots précieux. On peut imaginer l'encombrement de l'Interpfan, où les trois frères vivent et travaillent aux côtés d'un couple de parents venus s'installer là. Profitant des relations qu'il a nouées à Hanovre, Mayer-Amschel élargit peu à peu sa clientèle, notamment à l'occasion des foires de Francfort, qui sont redevenues un rendez-vous commercial incontestable pour une grande partie de l'Europe. Jusqu'à ce fameux jour de juin 1765 où, très certainement grâce au lieutenant-général baron von Estorff qui l'a recommandé, il parvient à nouer ses premières relations d'affaires avec Guillaume, futur landgrave de Hesse-Kassel. À partir de 1765, Rothschild livre de manière régulière pièces et monnaies à Guillaume, ce qui lui vaut de devenir officiellement, en septembre 1769, facteur de cour. C'est Mayer-Amschel qui a sollicité ce titre, adressant au futur landgrave une mission trop bien tournée pour être de sa main. « J'ai eu l'insigne bonheur de procurer à votre Altesse sérénissime plusieurs marchandises qu'il lui a plu d'apprécier. Je me tiens prêt désormais à mettre mon énergie et ma fortune au service de votre Altesse au moment où il vous plaira de me l'ordonner. J'y serais particulièrement et fortement encouragé si votre Altesse daignait me faire la grâce de me nommer facteur de cour. J'ose élever cette requête, convaincu que, ce faisant, je ne cause aucun préjudice et avec l'espoir qu'une telle distinction rehaussera ma position commerciale. » Satisfait des services de celui qu'il nomme son juif protégé, Guillaume a accédé de bonne grâce et avec une grande bienveillance à cette requête. Il est vrai que cela ne lui coûte rien. La position du jeune négociant ne change certes pas fondamentalement. Rothschild reste un juif du ghetto, confiné dans la Judengasse la nuit et les dimanches et soumis à toutes sortes de vexations. Le pas franchi n'est cependant pas négligeable. Pour être en grande partie honorifique, le titre de facteur de cour, qui équivaut à celui de fournisseur officiel, lui permet d'inscrire les armes de Hesse et de Hanau sur la porte de la maison familiale et dans sa correspondance commerciale. Dans la Judengasse, Mayer-Amschel n'est déjà plus n'importe qui. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, un an plus tard, en août 1770, il épouse Gutel Schnapper. Elle a 17 ans et est la fille d'un courtier et agent de change du ghetto de Francfort, devenu facteur de cour de la principauté de Saxe-Meiningen. Un mariage arrangé, sans nul doute, qui témoigne de la position qu'occupe déjà Mayer-Amschel au sein de la communauté juive de Francfort. À son mari, la jeune fille apporte une dot de 2400 florins, une somme très importante. Comme il se doit, le couple emménage à l'Interpfan, dans le petit appartement de célibataire que Rothschild occupait seul jusque-là. C'est là que naîtront 6 de leurs 10 enfants, Schönche en 1771, puis Amschel, Anselme 1773, Salomon 1774, Nathan 1777, Isabella, la future Betty en 1781, et enfin Babette 1784. Solide, travailleuse et économe, même devenue riche, elle refusera toute forme d'ostentation. Dotée de surcroît, si l'on en croit des contemporains, d'un solide sens de l'humour, Gutel seconde efficacement son mari dans ses affaires. Pour Mayer-Amschel, le moment est venu désormais de voir plus loin, de sortir de Francfort et de son ghetto, et d'aller chercher les clients avec lesquels il n'a de contact qu'à l'occasion des 2 grandes foires annuelles. L'Allemagne de l'époque constitue alors un formidable terrain de jeu pour un négociant ambitieux. La vanité des princes, leur constante soif d'argent, leur train de vie, les privilèges qui sont les leurs, à commencer par celui régalien de battre monnaie, multiplient les occasions de faire des affaires, de se livrer à des opérations de change ou de se positionner en fournisseur incontournable des têtes couronnées et des élites urbaines. Mayer-Amschel l'a bien compris.
Le voilà désormais sur les routes d'Allemagne, tirant parti de son statut de facteur de cour pour proposer ses collections de monnaies, de médailles et autres antiquités aux aristocrates et aux riches bourgeois de Darmstadt, Mayence ou Wiesbaden, expédiant à toutes les cours princières, par exemple au roi de Bavière et au duc de Weimar, les luxueux catalogues qu'il a confectionnés et où sont énumérées avec précision les monnaies, médailles et autres raretés antiques. Ne nous y trompons pas, s'il parvient à pénétrer dans les châteaux et les palais princiers, c'est avec les intendants et les comptables des princes qu'il a des contacts. Ses fils, plus tard, s'adresseront directement aux rois et aux ministres. Mayer-Amschel, lui, doit se contenter de leurs hommes de confiance. Dans l'Allemagne de l'époque, leur pouvoir est considérable. Ils ont la haute main sur les bourses princières, choisissent les fournisseurs, procèdent au règlement, n'oubliant jamais de se servir au passage. Entretenir de bons rapports avec eux est donc une nécessité. Rothschild n'y manque pas, étoffant peu à peu son réseau de connaissances. Certaines d'entre elles allaient bientôt jouer un rôle considérable dans le développement de ses affaires. Au début des années 1780, Mayer-Amschel est devenu un négociant prospère, le seul marchand juif d'antiquités, médailles et bibelots de Francfort si l'on en croit à l'annuaire du commerce de la ville. Depuis la mort de son frère Kallmann, en 1782, il est l'unique propriétaire du bureau de change et de négoce installé au rez-de-chaussée de l'Interpfann. Il le développe avec l'aide de Gutel, qui s'occupe plus particulièrement de l'encaissement et de l'escompte de billets à ordre. Fait-il des opérations bancaires ? Pas encore, même s'il lui arrive sans doute de prêter de temps à autre de l'argent à des gentilshommes impécunieux. Fort de sa prospérité nouvelle, il achète en 1784 une nouvelle maison dans la Judengasse, la maison à l'écuvert, zum Grünenschild. Elle appartient à la famille Schiff, le navire, dont l'un des descendants, Jacob, né à Francfort en 1847, émigrera aux États-Unis en 1866 et deviendra l'un des principaux banquiers de la firme Kuhn, Loeb & Co., avant de jouer un rôle majeur dans le développement des chemins de fer outre-Atlantique. Avec ses 4 étages, la nouvelle demeure des Rothschild est à peine plus spacieuse que l'Interpfann, et ses pièces sont tout aussi exiguës. Mais elle est mieux située, dans la partie la plus large de la Judengasse, donne directement sur la rue et est plus lumineuse, sans compter qu'elle dispose d'un puits et d'une pompe à eau, un véritable luxe. Surtout, elle appartient à Mayer-Amschel, qui jusque-là vivait avec ses frères. La maison étant encore occupée par les Schiff, le couple ne peut s'y installer qu'en 1786. C'est là que viendront au monde leurs 4 derniers enfants, Karl, Charles, en 1788, Gotton ou Julie, 1790, Jettchen ou Henrietta, 1791, et le futur fondateur de la branche française de la dynastie, Jacob ou James, en 1792. À cette date, cela fait un certain temps déjà que les affaires de Mayer-Amschel ont pris un tour nouveau. Chapitre 2. Le prince et le négociant. Le 31 octobre 1785, sur les coups de 3 heures de l'après-midi, alors qu'il dîne comme à son habitude d'un maigre repas dans son château de Cassel, Frédéric II est terrassé par une crise cardiaque. À 42 ans, son fils Guillaume, qui ne cache pas sa joie, lui succède comme landgrave de Hesse-Kassel. Depuis 1765, le prince s'est physiquement alourdi. Héritier d'une fortune considérable, estimée entre 40 et 120 millions de thalers, soit 10 à 30 millions de livres sterling de l'époque, il se montre toujours plus âpre au gain. Sur le moment, la situation de Mayer-Amschel ne change pas. Malgré son titre de facteur de cour, il n'est qu'un fournisseur modeste du prince, à qui il vend de temps à autre des collections de pièces et des antiquités. Pas de quoi s'enrichir. Excessivement méfiant lorsqu'il s'agit de son argent, Guillaume n'a aucune raison de confier ses affaires à ce juif qu'il connaît à peine, et surtout pas les ventes de mercenaires qui constituent le gros des revenus de son État. Cette activité rapporte des sommes énormes aux landgraves, dont l'imagination financière est, en la matière, sans limite. Tout est facturé.
La vente, bien sûr, à raison de 7 livres sterling par homme, mais pas seulement. Les mercenaires sont-ils expédiés outre-mer pour y livrer quelques batailles? Le client doit payer une prime spéciale. Un soldat est-il renvoyé dans ses foyers avec un bras ou une jambe en moins? Il faut encore payer, 2 livres par homme. Une prime d'un peu plus d'1 livre est même prévue pour chaque soldat mort au combat ou à l'hôpital. Des sommes qui vont directement dans la poche du landgrave. Doté d'une âme de comptable, Frédéric II de Hesse-Cassel était déjà connu pour houspiller ses généraux, trop économes du sang de leurs hommes. « Vos hommes ont la vie dure. N'oubliez pas que mon trésor est à sec », écrivait-il ainsi à l'un d'eux, soucieux de louer au plus vite un nouveau contingent de ses sujets et de toucher les primes d'invalidité d'essai. Guillaume IX est bâti du même bois. Ce trafic, évidemment, intéresse au plus haut point Meyer Amschel, comme d'ailleurs tous ceux qui font profession de négoce dans l'Allemagne de l'époque. Car la vente de chair à canon essentiellement à l'Angleterre, premier client des landgraves de Hesse-Cassel, nécessite d'importantes opérations bancaires. Réglé à Londres, le produit de ces ventes est investi pour une part dans les emprunts gouvernementaux britanniques et pour l'autre part rapatrié en Allemagne sous forme de lettres de change ou de traites payables en livres sterling qu'il faut changer en monnaie locale. Autant d'opérations pour lesquelles Guillaume IX peut s'appuyer sur des établissements de banque réputés comme Van der Noten, présents à Amsterdam et à Londres, ou à Francfort, Bethmann Frères et Ruppel & Harnier. S'il veut être partie prenante dans ce commerce, Meyer Amschel doit donc trouver sa place parmi ses intermédiaires privilégiés et, pour cela, renforcer ses liens avec la maison de Hesse-Cassel. Or, il se trouve qu'il a fait peu de temps auparavant la connaissance de l'homme de confiance de Guillaume IX, Karl Frédéric Buderus. Rencontre décisive s'il en est. Buderus est le premier d'une longue série de personnages qui, dans les coulisses de l'histoire, vont jouer un rôle majeur dans l'ascension des Rothschild. Fils d'un valet de chambre, il a commencé sa carrière à la cour de Hesse comme professeur de musique des enfants naturels de Frédéric II. Remarqué par Guillaume pour son efficacité, son sens de l'organisation et, surtout, son sens de l'économie, il est devenu le trésorier du comté de Hanau en 1783, lorsqu'il a fait savoir à son maître que sa fortune serait substantiellement augmentée s'il notait, dans ses livres de comptes, les fractions décimales sur les nombreux produits, lait, bois, etc., issus de ces domaines et qu'il vendait fort cher. Il n'y a pas de petit profit. Au prince, il a également suggéré malicieusement une idée des plus originales, augmenter le prix du sel, un monopole princier, à chaque naissance de l'un de ses enfants illégitimes, ce qui, au train où va la vie privée de Guillaume, a de bonnes chances d'être très bénéfique pour le trésor. Enchanté par ce savoir comptable et cette imagination fiscale, le prince l'a fait venir à Cassel, la capitale du Landgravia, d'où il supervisera bientôt l'ensemble de ses affaires financières. À plusieurs reprises, Buderus s'est rendu à Francfort pour le compte de ce dernier, rencontrant à cette occasion Meyer Amschel. Toujours en quête d'argent pour entretenir sa nombreuse famille, il en a profité pour lui demander des conseils, et même pour lui confier quelques placements personnels. Avec succès si l'on en juge par l'évolution de leurs relations. Que Meyer Amschel se soit arrangé pour que les investissements de son interlocuteur ne soient jamais perdants, quitte à mettre lui-même la main à la poche quand il le fallait, est plus que probable. Le jeu, après tout, en valait la chandelle. Depuis 1783, et plus encore à partir de 1785, Buderus ne ménage pas en tout cas sa peine pour aider Rothschild. C'est grâce à lui notamment que Meyer Amschel obtient en 1783 le précieux laissez-passer qui autorise une poignée de juifs à sortir du ghetto le soir, les dimanches et les jours fériés. Buderus s'emploie également à faire avancer sa cause auprès de Guillaume IX, comptant bien y gagner le moment venu quelques revenus supplémentaires. Sans beaucoup de succès dans l'immédiat, tant Guillaume répugne à changer ses habitudes. Meyer Amschel pourtant ne ménage pas ses efforts. En 1785, quelques mois après le couronnement du nouveau landgrave, il est à Cassel pour se rappeler au bon souvenir du prince. D'autres voyages suivent en 1786 et 1787, au cours desquels il n'hésite pas à proposer à Guillaume des bijoux
à des prix exceptionnellement bas. Ravi de l'aubaine, le landgrave les acquiert, se contentant pour le reste de bonnes paroles. Ce n'est qu'en 1789, sous la pression de Budérus promu entre-temps à la tête de l'administration financière de la principauté, qu'il se décide enfin à lui confier la négociation de billets de change pour une valeur de 800 livres. Au préalable, le très soupçonneux landgrave a tout de même exigé une enquête complète sur Meyer-Amschel, son crédit, sa fortune et sa réputation. Un homme au train de vie modeste, connu pour offrir les meilleurs prix et pour honorer ses dettes dans les délais, ont découvert les envoyés du landgrave qui ont cependant été incapables d'estimer avec précision la fortune de Rothschild. À Francfort, Meyer-Amschel tient à rester discret et à ne pas étaler sa richesse. Prudence oblige. Pour être incomplètes, ces informations ont de quoi rassurer Guillaume. 800 livres. Sans doute la somme est-elle modeste en regard des montants gérés par les banquiers habituels de Guillaume. Mais pour Meyer-Amschel, qui s'est engagé auprès du landgrave à négocier ses titres au meilleur prix, elle n'en constitue pas moins un début prometteur. D'autant que quelques mois plus tard, alors que de l'autre côté du Rhin gronde la Révolution française, il obtient de Guillaume un nouveau lot de titres à échanger, pour 2000 livres cette fois. Voilà désormais Rothschild engagé dans des opérations de banque à part entière, escomptant les traites du landgrave, c'est-à-dire les achetant moyennant intérêt, avant de les réinjecter dans le circuit commercial, contre intérêt là encore. À l'occasion, il escompte également celle de la famille de Thurn und Taxis, qui, on l'a dit, occupe la fonction héréditaire de maître de poste du Saint-Empire romain germanique. Avantage supplémentaire, réputé pour son efficacité, ce service postal permet à Rothschild, qui en profite largement, d'être informé très tôt des nouvelles politiques et économiques. Depuis peu, Meyer-Amschel est aussi engagé dans le grand négoce international, achetant des produits coloniaux et des produits textiles en provenance d'Angleterre. Là-bas, une autre révolution s'est mise en marche, la révolution industrielle. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, une série d'inventions dans le filage puis dans le tissage a contribué à bouleverser la production de textiles, et notamment de coton. L'heure est à la mécanisation et à l'apparition de manufactures, véritables usines avant l'heure. Produites en grande quantité et à bas coût, les cotonnades anglaises sont expédiées sur tout le continent. Assis sur un gigantesque empire colonial qui s'étend des Antilles à l'Inde et la Chine, l'Angleterre a également la haute main sur le commerce des denrées coloniales, qu'elle exporte, là encore, vers toute l'Europe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.